que la combinaison des deux protocoles était plus efficace et meilleure. Donc, multiplié par 8, l'effet du NADH vis-à-vis de la vitamine C, la vitamine C vis-à-vis du NADH. Donc, c'est une étude in vitro sur des lymphocytes humains, et donc à laquelle le professeur Hafid Amedouk et la doctorante, elle s'appelle comment? Il y a plusieurs et voilà. ça commence à évader. Parce qu'il y a plus de recherches maintenant pour les cas. Voilà, combinaison, et même dans certains cas, du diabète et tout ce qui va avec. Bon, quand je parlais de nos partenaires japonais, il y a une brochure de démonstration, histoire que avec une présentation, nos amis de la JCIJ, Collège japonais de thérapie intraveineuse, à propos de la collaboration avec la SANMO. Donc, la SANMO maintenant existe sur en brochure pour les médecins japonais. Donc, quand même, le travail de la SANMO y est reconnu. Également, dans la prochaine édition du livre, vous pouvez pas savoir tout ce que la vitamine C peut faire pour vous, du professeur Guy-Henri Crussol. Il y a une page où il y a 6 photos des différents prix awards qui ont été délivrés. Voilà. Et donc maintenant, on va entamer la conférence à propos des mesures de prévention vis-à-vis des radiations nucléaires, parce que l'Algérie est un pays contaminé. On abordera, je vous distribuerai, parce que j'ai eu des données officielles complémentaires qui ne sont pas dans le diaporama, que je n'ai pas eu le temps de modifier, donc avant-hier j'ai fait la photocopie, parce que les documents que j'ai eus sont classés secret défense en France et seront publiés en 2026, c'est-à-dire 60 ans après les essais de 1966. Donc moi je les ai eus, voilà, et d'une source officielle qui m'a permis de dévoiler son identité. C'était un commandant de l'ALN, Ammar Mellah, qui a été chef de la première région Ammar Mellah. Donc vous allez avoir toutes les données pour voir l'ampleur du désastre. Et encore, hein? Et j'ai 40 essais dont je n'ai pas les données. J'ai 17 essais avec toutes les précisions et 40 qui sont considérés comme complémentaires sans précision. Voilà, donc c'est Ammar Mellah, comme j'ai dit, commandant Ammar Mellah, qui était chef de la wilaya historique numéro 1. Voilà. Alors donc on va entamer d'abord ça, ce qui a été présenté, puis bon, je vous donnerai les précisions. Donc si la bombe, bon, cette communication j'ai déjà présentée au niveau de l'école de santé militaire de Sidi Belabès le 12 mars. Il y avait plus de 350 médecins militaires, des médecins de la protection civile et de la gendarmerie, toute la direction de la santé militaire, les chefs de la deuxième région militaire. Donc ils ont très bien apprécié, il y a eu un bon débat, de très bonnes questions. Et voilà, donc on va entamer ça. Donc de Hiroshima à Hamoudia. Hamoudia, c'est la zone à guerre où a été fait l'essai nucléaire. Hein. Donc bon, j'ai appelé ça du Japon à l'Algérie. Donc si la bombe à l'uranium de Hiroshima, appelée Little Boy, du 6 août 1945, fut de 15 kilotonnes, et que la bombe plutonium de Nagasaki, Fatman, du 9 août, fut de 17 kilotonnes, moi j'ai une autre version où c'est mentionné, là pour le commandant Ammar Mellah, que c'est la valeur pour l'essai nucléaire. Voilà, 17, 15 et 10. Ça fait 23. Bon, et il y a une autre version qui dit 23 kilotonnes hein, pour Nagasaki. Bon, c'est pas grave. Il faut savoir que la première bombe française testée en Algérie, au plateau de Hamadi Argan, appelée Jaguar Bleu, du 13 août 1960, fut de 70 kilotonnes. Donc, à elle seule, elle est plus que 3 fois, disons, bon, un peu plus que 2 fois
les deux armes qui ont fait plier le Japon et qui ont fait beaucoup de victimes au Japon. Alors imaginez ce qu'on a eu. J'ai eu une information à Sidi Bel Abbès que plus de 150 prisonniers de la prison de Daya ont été déportés par bus pour être exposés à cet essai nucléaire. Donc 150 détenus de la prison de Daya à Rasselma, à Sidi Bel Abbès, à 60 km au sud de Sidi Bel Abbès, ont été déportés pour subir cet essai nucléaire. Voilà. Alors là, ça c'était l'essai nucléaire, bon, avec la présence, bon, il y a eu présence de l'armée française, c'est pour ça qu'il y a eu après scandale, et le scandale n'est certainement pas venu des 150 détenus algériens. Voilà. Et bon, sans parler de la population locale, hein, là je dis que c'était des personnes qui étaient condamnées. Là, si on regarde le jour J, voilà, ça c'est Al-Gam Moudia, ça c'est une photo d'armée française classée secret défense. Bon, celle-là, elle a été publiée, parce que le 14 février a eu les 50 ans. Bon, elle a été publiée il y a quelques années, mais bon, officiellement, c'est le 4 janvier 2013 qu'elle a été déclassée. Voilà. Alors, on voit bien que le lendemain, il y avait une N'Djamena qui était contaminée, donc le Tchad. Alors, sans parler de... Bon, on a Ain Salah, bon, on a J2, pratiquement J3 il y avait Taman Rasset, J4 c'était Bamako, J5 le Mali, J7 bon, c'est Tindouf, J8 Dakar, J9 pratiquement Ourbila, J11 bon, c'est toujours la même zone, J12 l'ouest algérien, Alger, le Maroc et Alicante, Palma de Majorque, J13 l'est algérien, le nord de la Tunisie et le sud de la Sicile. Donc il faut imaginer que depuis le 26 février 1960, c'est toute l'Algérie qui est contaminée. Donc il ne suffit pas de parler bon, on accueille professeur Taha, il vient de New York, il est professeur en immunologie, je l'ai rencontré aujourd'hui à Canal Algérie, je lui ai dit il faut venir cet après-midi, on va lui présenter le professeur Mustafa Oumouna et on l'invite à assister à la conférence. Et il fait beaucoup de recherches sur le cancer. On lui donnera la parole juste à la fin de la communication. On l'invite à être parmi nous. Alors je vais présenter... Je fais d'abord les présentations, je continue la conférence. Alors, professeur Taha Merhoub, voilà, je préfère qu'il se présente lui-même. Il est à New York, il est dans la recherche sur le cancer et il est très ouvert, voilà, il fait des conférences un peu partout dans le monde. Il est dans beaucoup d'associations de la diaspora scientifique algérienne aux États-Unis. Et voilà, et comme la Salmo, elle est ouverte à toutes les excellences et les brillances, bon, on a fait l'émission ensemble et en direct, quand il y avait la présentation du reportage, je lui ai dit, vous passez cet après-midi, voici les dates des prochains séminaires. Il y a le professeur Mustafa Oumouna qui fait de l'immunologie, on va recevoir le professeur Takuji Shirazawa du Japon en décembre. Et là, il faut venir cet après-midi. Donc, malgré son programme chargé, il est parmi nous. On l'applaudit et on lui passe la parole. C'est une présentation. Tout le monde vous connaît. Oui, oui. Donc, je m'appelle Taha Merhoub. Je suis généticien de formation, donc j'ai fait un doctorat en génétique humaine. Et ensuite, je suis allé aux États-Unis pour travailler dans le domaine de la cancéro-hémato. Et puis, je me suis trouvé amoureux d'une nouvelle... j'ai découvert une nouvelle discipline qui est l'immunologie des tumeurs. C'est-à-dire c'est l'immunologie, mais dans le cadre du cancer. Donc, voilà, professeur Mustafa Oumouna de l'Université de Médéa, immunologue.
vous présente le professeur Taha Moro. Il est immunologue à New York. Parfait. On a rencontré à Cannes, en Algérie. Ça va? Et on a invité à venir cet après-midi, déjà faire la jonction et pourquoi pas participer à notre prochain séminaire. Voilà, on continue. Et donc, l'immunologie des tumeurs, c'est quoi? C'est l'interaction du système immunitaire avec les cellules tumorales. En fait, l'étiologie de la tumeur, c'est dès qu'une tumeur apparaît, il y a ce qu'on appelle la théorie des 3 œufs. Donc, il y a une phase initiale où il y a l'élimination, c'est-à-dire que les cellules tumorales vont être éliminées par le système immunitaire. Ensuite, il y a une étape d'équilibre où le système immunitaire est capable de reconnaître les tumeurs, mais pas complètement. Mais il n'y a pas de cancer. Ensuite, il y a escape, l'échappement. Donc, c'est là où le système immunitaire est dépassé, et donc c'est le cancer. Et donc, ce qu'on essaye de faire, là où je travaille, c'est qu'on essaye d'inverser le phénomène de l'échappement, c'est-à-dire faire en sorte que le système immunitaire reconnaisse à nouveau le cancer et qu'il puisse l'éliminer. En fait, comment on fait ça? Le cancer, c'est du soi, c'est pas du non-soi. Donc, on essaye de provoquer une maladie auto-immune qui va s'attaquer à notre soi, qui est une cellule cancéreuse transformée, en essayant de diminuer les effets secondaires, qui sont l'effet auto-immunitaire engendré par notre intervention. En fait, on n'est pas les seuls à faire ça, on fait partie de plein de gens, personne n'invente quelque chose tout seul en ce moment. Et donc, il y a deux immunothérapies qui sont approuvées par le FDA. Le FDA, c'est un organisme aux États-Unis qui va autoriser la commercialisation d'un médicament lorsqu'il est passé en phase 3 clinique et qu'il est safe. Et donc, une des immunothérapies s'appelle ipilimumab ou Yervoy, et ça permet de sauver 25 à 30% des malades qui ont le mélanome malin. En général, avant, quand quelqu'un avait le mélanome malin qui venait, on disait c'est fini, il n'y a pas de cure. Peut-être 10% de patients avec le mélanome malin vont être soignés. Maintenant, on peut dire qu'il y en a 30%. Et il y a d'autres immunothérapies qui ont commencé, et en fait, et une des choses qui montre que l'immunothérapie marche, parce qu'en fait, il y a 15 ans ou 10 ans, quand je travaillais sur l'immunothérapie du cancer, quand j'allais dire à des collègues que je travaillais sur l'immunothérapie des cancers, ils faisaient un sourire et ils disaient « On espère que ça va marcher un jour ». C'est comme si je faisais du vaudou, hein. Les gens ne croyaient pas en la discipline. Et maintenant, en fait, je suis allé à un congrès qui s'appelle AACR, American Association for Cancer Research. Et en fait, avant, on était dans l'antichambre, il y avait les thérapies ciblées, les chimiothérapies, radiothérapies, etc. Et les immunologistes, ils ont un petit peu. Maintenant, c'était la moitié de la conférence. Tout le monde veut faire de l'immunothérapie du cancer. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Donc, voilà. Donc, je vous ai parlé plus du domaine où je travaille que de moi. Et en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est, avec quelques collègues aux États-Unis, dont la sœur de Kamel Gernach, qui est avec nous à New York, on essaye de travailler et de réunir les Algériens qui sont à l'étranger pour promouvoir. Le but, c'est de promouvoir l'excellence de l'Algérien qui est à l'étranger. Parce que si l'Algérien est excellent, donc c'est bien, parce qu'on peut ramener l'excellence à la maison, en Algérie. Et aussi, ce qui est bien, c'est que comme ça, on est des bons ambassadeurs de l'Algérie. Et parce qu'en fait, par exemple, ce qui se passe, c'est que il y a des médecins qui viennent aux États-Unis pour faire la médecine, puis après, ils doivent payer leurs factures, donc ils font taxi, par exemple. Donc ils font taxi une année, taxi deuxième année, taxi une troisième année, taxi pendant 10 ans, taxi pendant 35 ans, puis après c'est terminé. Voilà. C'est des taxis. Et après le médecin. Et c'est bien un taxi, c'est pas son métier, mais c'est dommage. C'est dommage que quelqu'un qui a l'aptitude à être. Moi, ça me fait de la peine quand quelqu'un me dit je suis taxi, mais j'étais médecin. Et moi, ça me gêne. Ça, je voilà. Donc, j'y peux rien. Et donc, en fait, et l'autre chose, c'est que ce que je leur dis, c'est que, vous voyez qu'on part en vacances, on ramène des valises pleines de choses. Donc,
Et je pense que les Algériens qui sont à l'étranger, on devrait être comme ça, mais dans le sens de la science et le savoir. Moi, je suis en vacances aux États-Unis et je ramène ce que je sais à mes compatriotes algériens, Inch'Allah, s'ils l'acceptent. On lui a donné le matin, la matinée, nos prochaines dates, du 10 au 11 octobre, du 28 au 29 novembre. Donc, réflexion peut être faite pour la date qui vous convient. Si on est en contact. Oui, voilà. D'ici là, sinon 26-27 décembre, et même les thématiques qui vous tiennent à cœur seront les bienvenues. Voilà. Et en fait, j'avais un programme pédrique, mais j'ai quand même voulu venir. Ah oui, je sais, il m'a dit que c'est pratiquement impossible. Et ce qui m'intéressait également, c'est que vous rencontrez le professeur Moustapha Oumouna, donc immunologue qui participe au cycle de formation de la SANMO depuis ses débuts et qui a fait des universités canadiennes ou même américaines et allemandes et qui est à l'université de Médéa. Et là, on va créer l'ambassadeur qui est rentré. Voilà. Un exemple, voilà, effectivement, un exemple vivant d'un Algérien qui a pas ramené de fringues, mais beaucoup de science. Voilà. Et donc, on vous offre la place à côté pour pouvoir discuter. Je vais rester encore quelques minutes dans le... On éteint la lumière. Donc, comme on a dit tout à l'heure, les effets des radiations nucléaires de la bombe gerboise bleue du 13 février. Donc du premier jour, on a eu la zone Ghent-Moudia. On a dit que le lendemain, il y a eu Aïn Salah N'Djamena. Puis au bout du 12e jour, c'était l'ouest algérien. Le 13e jour, c'était l'est algérien. Et finalement, c'est toute l'Algérie qui est contaminée. Donc on voit les Japonais qui achètent des dosimètres, qui vérifient leur salade, dosimètres pour l'air, dosimètres pour les légumes. Et là, nous, on n'y prête pas attention et pourtant on est concerné. Donc, et on est concerné pour 24 000 ans. Donc d'ici 24 000 ans, le détroit de Gibraltar n'existera plus. La mer Méditerranéenne sera une mer intérieure. Donc vous imaginez que c'est un problème qui va être constant et qui se pose maintenant et qui se posera toujours. Et là, j'attire votre attention pour Bamako, Niamey. Quand vous les rencontrez à Oran ou à Alger, ne demandez pas ce qu'ils font chez nous. Eh ben, on est en partie un petit peu responsable parce que c'était dans notre territoire. Et avec une contamination si proche, surtout que je vais vous donner les autres valeurs, il n'y restera plus ni agriculture, ni santé, même il n'y aura que feu et guerre. Donc ces réfugiés, avant de porter des jugements, il faut savoir que la contamination est si majeure pour eux. Bon là j'avais donné en détail ville par ville pour avoir un aperçu. Donc la date de la contamination totale de l'Algérie c'est le 25 février 1960. Voilà, où on est maintenant tous concernés, la Tunisie un petit peu. Voilà. Donc Hamoudia, donc là il y avait une petite histoire de ce qui s'est passé là-bas. Bon, on ne va pas trop s'étaler, mais il faut savoir que du 13 février 1960 au 25 avril 1961, il y a eu 4 essais nucléaires à Argan, ce qu'on appelle les essais aériens, bon, les différentes couleurs de la gerboise. Et je vais vous donner toutes les valeurs après de tous les essais. Hein. J'ai toutes les valeurs. Alors voilà, là c'est où a eu l'essai. Ce qui est encore grave et important à savoir, c'est qu'après l'indépendance, je vais revenir sur la photo, il y a eu des affectations des lieux. Et les pauvres gens de Ghent, ils ont pris tout ce qu'il y avait pour améliorer leur maison. Donc imagine, déjà ils avaient la radioactivité,
et après ils ont eu une radioactivité excessive. Voilà. Bon, là c'était le témoignage du président de l'association des victimes des essais de Reagan, Omar El-Hamel. Bon, c'est quelqu'un qui a des enfants handicapés. Et là, il rappelle, on y trouvait des cheptels, des animaux de toute espèce, comme la gazelle, le fennec, le mouflon, des oiseaux, des rapaces de tout genre. Tout cela a disparu. Et donc, les gens qui étaient d'un certain âge avaient l'occasion de voir ce genre de... Sans parler de tout ce qui est santé. Et là, bon, on parle également de tout ce qui est agriculture, tout ce qui est faune. Tout a été contaminé. Voilà, là c'est une photo Google Earth de la zone de l'essai nucléaire. Donc la marque existe toujours. Voilà. Elle est actualisée cette photo. Donc bon, après est venue la phase des essais souterrains. Donc là c'était la suite, c'était à Ineker, à 150 km au nord de Tamanrasset. Il y a eu 13 essais nucléaires souterrains. Mais il y a eu plus de 4 où il y a eu échec de l'essai, et donc c'était des essais aériens. C'est-à-dire il y a eu sortie de... Et même celles qui sont soi-disant souterraines, eh ben, elles ont touché toute la nappe phréatique, et il y a toujours des voies de sortie, hein, donc la contamination elle y est. Et là on revient aux gens du Mali et du Niger. Avec ça, ils étaient bien terrassés. Alors, les conséquences à long terme de cette contamination. Bon, là, j'ai dit que la demi-vie, c'est pas la fin de vie, la demi-vie de l'uranium, c'est 24 000 ans. Donc, il restera la moitié de la concentration à ce moment-là. Donc, on se portera mieux. Mais c'est-à-dire pour vivre bien, ça sera à peu près d'ici 240 000 ans. Voilà. Donc, pour qu'il n'y ait plus de contamination. Voilà. Non, 24 000 ans, c'est pour la demi-vie. Mais pour qu'il y ait disparition, il faut 10 fois la demi-vie. Parce que la demi-vie qui reste, elle disparaît par, c'est-à-dire sur long terme. D'ailleurs, sur le terrain, les radiations sont toujours aussi fortes, plusieurs dizaines de fois, bon, que la radioactivité naturelle. Différentes pathologies telles que le cancer, surtout thyroïde, poumon, cancer du sein, leucémie, certains anomalies peuvent avoir été induites par l'irradiation ainsi subie. Des poussières radioactives répandues dans les eaux souterraines et la flore représentent un danger pour la santé humaine et animale. Voilà. Et là, je vais partir sur une autre forme de radiation avant de terminer sur tous les détails. Bon, là, avant de passer aux radiations radiologiques, qui sont l'œuvre du médecin, c'est là pour vous apporter votre attention, parce que les radiations nucléaires, on ne peut rien faire, mais les radiations que vous faites subir à vos patients, on peut y remédier. Et en partie également grâce à l'appareil que nous a ramené le professeur Smaïl Meziani, au lieu de demander à tout bout de champ un scanner ou bien un examen radiologique, si votre patient, bon ça, quand il sera commercialisé bien sûr, mais quand votre patient il est dans le rouge, vous pouvez faire le scanner, mais s'il est dans le vert et il a un lumbago, c'est pas la peine d'aller lui demander, comme tout le monde le fait, parfois sans même l'avis du médecin, un examen TDM, par exemple, lombosacré. Alors, imaginez que vous faites une radiologie du membre. C'est comme si vous êtes en radiation pendant 1 jour et demi. Bon, ça va. Panoramique dentaire, 4 jours. Radiographie pulmonaire, c'est comme si vous y étiez pendant 7 jours. Mammographie, 20 jours. Alors déjà en Suisse, on commence à se poser la question à propos du bénéfice de la mammographie. Pourtant, ce n'est que 20 jours. Mais imaginez que le scanner du crâne et la radiographie abdominale, l'ASP, c'est l'équivalent de 300 jours. Donc c'est comme si un militaire était affecté dans une zone... Oui, presque une année. Scanner du thorax, l'équivalent de 900 jours. Et le scanner abdominopelvien, c'est l'équivalent de 1500 jours. Et ces données, ce n'est pas de moi, ce n'est pas pour faire la surenchère, bon, c'est des données françaises, j'ai les références, et je pourrais vous les transmettre. Donc c'est des données confirmées et étatiques, c'est-à-dire validées. Donc là, c'est pour voir l'importance et le risque qu'on fait subir aux patients dans des examens abusifs. Bon, cela ne veut pas dire qu'il va développer un cancer, mais imaginez, avec les radiations nucléaires, avec le stress, avec une mauvaise alimentation, avec un déficit, et vous lui rajoutez plusieurs examens pour une simple lumbago,
Alors au bout de 10 ans, il ne faut pas s'étonner s'il a un problème au niveau de la prostate ou bien au niveau de la vessie avec tout ce qu'on le contamine. De toute façon, c'est un taux de cancer en Algérie. Oui, oui. Tout à fait. Oui, oui. Bon, je vais vous lire et je vais demander à Tarnaïli de vous remettre une copie à chacun. Voilà, distribuer. Oui. Oui. Oui, oui. Et là, ce qu'on appelle le rang, le fer de rang, il y a beaucoup de maisons qui sont construites avec du fer importé et du ciment importé de l'Ukraine. Quand on a petite remarque, là où il y a des trous, il y a manque de vitamine C. Et quand par hasard, ça ne va pas très bien en Ukraine. Donc il faut faire une corrélation entre tout ce qui est social et contamination. Et j'enchaîne, il y aura beaucoup. Alors voilà les données qui sont mises à niveau, qu'on a reçues. Donc informations complémentaires sur les essais nucléaires français en Algérie. Essai aérien à Hamoudia. Alors essai à Hamoudia, donc c'est le 13 février au Gerboise Bleu, 70 kilotonnes. Le 2 avril, c'est pas la peine de noter, je vais vous donner tout. 1er avril 1960, 5 kilotonnes, ça s'appelle la gerboise blanche. 27 décembre 1960, 5 kilotonnes, gerboise rouge. 25 avril 1961, 5 kilotonnes. Les essais nucléaires souterrains maintenant. À Ineker, à 150 km au nord de Taounras. Alors, le 7 février 1961, 20 kilotonnes et ça s'appelle Agathe. Le 1er avril 62, 30 kilotonnes, c'est Berry. Le 18 mars 1963, 20 kilotonnes, Émoise. Le 30 mars 1963, 5 kilotonnes, Amtésis. Le 20 octobre 1963, 100 kilotonnes. Alors imagine, on était le 20 octobre 1963, Rubis. Le 14 février 1964, 5 kilotonnes, ça s'appelle Opal. Le 15 juin 1972, 5 kilotonnes, Opal. Alors le 28 novembre 1964, 20 kilotonnes, la turquoise. Oui, oui, mais c'était des accords d'épion. Le 28 novembre 1964, j'ai dit 20 kilotonnes turquoise. Le 27 février 1965, 150 kilotonnes. C'est 10 fois Hiroshima. Voilà. C'est des saphirs. Moi j'appellerais Zephyr, c'est l'enfer. 30 mai 1965, 5 kilotonnes, jade. Le 1er octobre 1965, 5 kilotonnes, corridon. Le 1er décembre 1965, 20 kilotonnes, tourmaline. 14 février 1966, 20 kilotonnes, Grenat. Alors donc des essais complémentaires, appelés quad, c'est des essais soi-disant quad. Il y a eu 35 essais supplémentaires de 1960 à 63 à Hamoudia toujours. Donc il y a eu 35 autres, en plus des 4 qu'on connaît. Et il y a eu 5 essais supplémentaires de 64 à 66 à Tam Ataran, à 40 km à l'ouest de Ain Naker. Donc, il faut savoir que les normes françaises pour la contamination concernent un périmètre de 150 km. Ils ont fait cette